Le nord de l'Argentine est caractérisé par un climat désertique et semi-aride. Il est dû à la présence de la cordillère des Andes qui traverse tout le pays, ce qui en fait un territoire hostile à toute forme de vie et de culture. Et comment, sur ces terres, le vin argentin est-il devenu si prestigieux, au point que le pays soit le 5e plus grand producteur de vin au monde? C'est ce que je m'apprête à découvrir en empruntant cette route des vins à la recherche des secrets de fabrication de ces bodegas, ces hauts lieux de production de ce breuvage millénaire. Et ainsi de partir à la découverte de ses habitants, de leur culture et de leurs traditions. C'est dans la région de Tilcara, au nord du pays, que je débute ma route. Fernando Dupont est un ingénieur agronome qui a tout quitté pour venir produire du vin dans les montagnes. Il est en pleine vendange lorsque je le retrouve. Bueno, carguemos primero los... Sí, tratemos de completar un viaje o que quede poco. Dale. Aquí estamos cosechando. Nous sommes en train de récolter un Syrah. Cette année, je pense que nous produirons environ 6000 bouteilles de Sicuri. Un Syrah qui provient de ce vignoble et que nous récoltons à présent. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. Et je crois qu'on a atteint le taux de sucre idéal pour avoir un bon niveau de maturation du raisin. Alors qu'il est très difficile de faire arriver cette variété à maturité à cette altitude. Ici, le Syrah se comporte d'une manière tout à fait différente que dans les plaines. La nuit, la température chute et ça fait beaucoup de bien au raisin. Il se gorge de jus. Tu me guides, José? Je recule encore? À la fin, ils sont tout noirs. Il faudra faire très attention lors de la sélection, mais je pense qu'on a ici un Syrah plutôt singulier. On va charger les caisses. Il est presque déshydraté. Nous allons avoir très peu de rendement en termes de liquide. C'est pour atteindre la maturité idéale sur la vigne, pour que le raisin ait un bon goût, mais sans astringence. Tu vois ce que je te disais? Tout ceci, tout ce vert, ce sont des tanins herbacés. Ce n'est pas bon. Pour un bon vin, un vin élégant, ce n'est pas bon. 28. Qu'est-ce qu'on peut charger de plus? T'en as combien? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait. Très bien. Tu as donc chargé tous les noirs? Oui. Ça, ce sont des rouges. Je ne vais pas les charger. Pour moi, ces 20 derniers jours ont été les meilleurs. C'est ce dont la vigne avait besoin. Ici, on ne peut pas arrêter d'arroser car il fait très sec.
Dans de nombreux vignobles, on arrête d'arroser quelques jours avant de récolter. C'est là que la plante se gorge de sucre. Ici, on ne peut pas vraiment. Habituellement, dans l'industrie vitivinicole, la vendange qui est broyée, c'est le produit brut auquel on a enlevé les tiges des grappes. Et il n'y a pas d'autre processus de sélection. Ici, on fait une sélection pour enlever ce qui est vert. Ce syrah est merveilleux, mais il reste des grappes vertes. Comme vous l'avez vu, il était presque déshydraté, autrement dit mûr à la perfection. Et malgré tout, il est encore vert. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces raisins verts? Il faut les enlever d'une manière ou d'une autre. Sinon, ils vont fermenter avec tous nos bons raisins. Il faut réussir à les enlever. On ne peut pas tout trier, mais on parvient à en enlever une grande partie, ce qui améliore drastiquement le produit. Je considère que mon travail se fait avant tout avec la vigne, avec la plante en tant qu'individu. À Mendoza, on peut planter jusqu'à 3000 pieds par hectare. Ici, on peut en avoir 6000, le double, car la circulation du soleil et l'intensité lumineuse permettent de réduire la distance entre les rangs de vignes. On a donc un plus grand nombre de plants. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'individu. Quand on recherche la qualité, c'est chaque pied qu'il faut soigner avec attention. L'important, c'est le rendement par pied de vigne, et non le rendement par hectare. Sur cette zone, que l'on appelle ici la palette du peintre, on distingue des formations rocheuses. Il s'agit de 3 formations très différentes, apparues à différentes périodes géologiques. Au fond, la zone où nous sommes, où nous avons planté les vignes, c'est surtout de la pierre avec un peu de terre et un peu de sable. Pour moi, ce sol est béni des dieux, parce qu'il contient énormément de minéraux. Toutes ces couleurs, ce sont des minéraux. Et puis, l'autre chose qui me paraît fondamentale dans le terroir, c'est le soleil. Si tu ne parles pas du soleil de Maïmara, tu passes à côté de quelque chose. Tu vois, là on est le 17 avril. Et on a une intensité lumineuse incroyable. Et ça, pour les vins rouges, c'est excellent pour la peau des raisins. Toutes sortes de composants les rendent très caractéristiques. Mais quand on parle de vin d'altitude, à plus de 1500 mètres, on mentionne toujours un élément en particulier, la peau, qui est plus épaisse. Cela donne des goûts plus intenses et ça plaît à un certain public. Je crois en la Vierge et en la Pachamama, la terre-mère. D'une manière ou d'une autre, elles ont comploté ensemble pour me faire venir ici, pour que je me réinstalle ici. Tu as rencontré ma femme, ma fille. J'ai un fils de 40 ans, mais j'ai aussi une fille de 7 mois. Cet endroit ne m'a pas uniquement donné le fruit de la vigne, mais aussi le fruit de la vie. Tu comprends, j'étais prédestiné à ce lieu. J'en suis absolument convaincu. Et je pense que je n'ai jamais tant travaillé, mais avec tant de bonheur. Je quitte Tilcara pour rejoindre la ville de Salta.
Alors que je parcours une de ces routes dont on n'aperçoit jamais la fin, un site attire mon attention. Los Salinas Grandes. Un désert de sel de 120 km², situé à 3400 mètres d'altitude. Ce sel, d'origine lacustre, provient de l'activité sismique des volcans environnants. Il forme une croûte dure d'environ 30 cm. L'hiver, des ouvriers viennent y extraire le sel. Ils forment alors de petits monticules qu'ils chargent dans des camions qui partent en direction des sites de transformation où on y ajoute l'iode, dont il est dépourvu pour pouvoir être consommé. Cette exploitation provoque la formation de trous et de piscines naturelles que l'on peut observer un peu partout sur le site. Je reprends mon périple en direction de Salta. La route défile et le paysage change soudainement. Quelques centaines de kilomètres suffisent pour que le décor désertique laisse place à une forêt luxuriante. Les Yungas. Cette forêt subtropicale pousse à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est un écosystème propre à la cordillère des Andes que l'on retrouve jusqu'en Colombie. Salta la Linda, Salta la Belle. Le téléphérique offre un panorama surprenant sur cette ville construite en 1582 par l'espagnol Hernando de Lerma. La ville de Salta est construite autour de la Plaza Nueve de Julio, la place du 9 juillet qui est un hommage à l'indépendance de l'Argentine en 1816. Au centre de la place trône la statue de Juan Antonio de Arenales, ce gouverneur de la province de Salta qui contribua à l'indépendance du pays, notamment en organisant la milice locale contre les forces espagnoles. La place est un lieu de vie et de détente pour les salteños. Ils y viennent flâner en famille, profiter du lieu ou simplement boire un maté, cette boisson traditionnelle très prisée à base de yerba. Autour de la place, on peut admirer la cathédrale de Salta, bâtie au XIXe siècle. À la nuit tombée, la ville offre un tout autre spectacle. Dans une ambiance conviviale, les salteños se retrouvent pour se rendre dans les peñas. Nous sommes à la Casa del Molino. C'est une peña ouverte à tous qui existe depuis 25 ans. La caractéristique principale, c'est que dans chaque pièce, des gens improvisent à la guitare. Il est encore tôt, mais d'ici 1 heure, des gens chanteront et joueront dans chaque pièce. Le vin, c'est du sang. C'est un esprit. Tout prend un sens mystique dans une peña. D'ailleurs, on dit d'une bonne samba ou d'une bonne poésie qu'elle est bien arrosée. Tu sais, comme une plante. Eh bien, c'est au vin qu'elle est arrosée. En buvant du vin, on écrit une chanson et on la chante.
vieja cochina salió diciendo, chusito, pero sabroso. Santé, santé l'ami. Il y a un refrain qui fait comme ça. Je poursuis ma route en direction de Cafayate, afin d'y découvrir un autre cépage de prédilection pour les vins blancs argentins, le Torrentes. Pour accéder à cette bodega, il faut passer par la Cuesta del Obispo, l'un des cols les plus spectaculaires de la région, culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Il ne me reste plus que quelques kilomètres avant d'atteindre Cafayate. Les vignerons de Cafayate sont passés maîtres dans la culture du Torrontés, ce cépage blanc léger et aromatique qui offre d'intenses parfums fruités et floraux. À la bodega Finca Quara, ce sont les derniers jours de récolte. L'activité bat son plein. Pour chaque caisse récoltée, le vendangeur reçoit une pièce qui lui est échangée contre des pesos en fin de journée. Toute la récolte se fait sous le regard vigilant de Mariana Paz, l'œnologue de la finca. Nous sommes ici à la Finca Quara, une des plus grandes bodegas de Salta. Nous sommes à 1650 mètres au-dessus du niveau de la mer. La Finca Quara, c'est 280 hectares de culture, sur les 3500 hectares que comprend Salta. C'est un pourcentage assez élevé, un des plus grands vignobles de Salta, et c'est un vignoble familial. La région de Salta représente moins de 2% de la superficie totale des vignobles argentins. Mais la majorité des vins produits ici sont de qualité supérieure, grâce à des raisins de qualité supérieure. Cette qualité, nous la devons aux conditions climatiques, à l'altitude, à la qualité du sol et de l'eau de la région. Ici, nous avons une grappe typique de Torrontés. On peut voir qu'elle est au niveau de maturité idéal pour la récolte. En dégustant le raisin, on peut sentir l'acidité, l'équilibre des saveurs. On va le récolter aujourd'hui. Et c'est la dernière semaine, donc on espère que ce sera le meilleur Torrontés. Comme vous le voyez, la vigne de Torrontés est une très haute plante. Vous pouvez voir sa structure. C'est une plante très vigoureuse avec un grand tronc, de grandes branches, de grandes feuilles et grappes. Tout est grand. C'est pour ça qu'on la conduit grâce à un système de treilles ou pergola. Un système de grande envergure qui lui permet d'exprimer toute sa vigueur.
Et ici, nous n'avons pas de restriction d'eau. Nous avons beaucoup d'eau et de bonne qualité. L'irrigation complémentaire est obligatoire car les précipitations dans la région ne suffisent pas à satisfaire les besoins de la vigne. Il pleut très peu, 200 à 300 mm par an, et ce cépage a besoin de 700 mm par an. Nous devons donc l'irriguer, lui fournir cette eau qui lui manque. Avec tout le soleil que nous avons, l'eau disponible et la génétique de la plante qui est très vigoureuse, nous devons la conduire sur ce système de treillis. C'est aussi pour éviter que les grappes ne brûlent au soleil. Si vous observez la périphérie du vignoble, vous verrez que les raisins y sont plus dorés, brûlés par le soleil. Nous voulons éviter cela et les treillis permettent de diminuer l'impact du soleil. Mais ce soleil nous permet d'atteindre une parfaite maturité. Une maturité du sucre et des arômes pour cette variété. Les vins de Salta se caractérisent par une grande intensité de couleurs, une grande intensité aromatique et beaucoup de structure due aux tanins. Le Torrontés que nous avons ici en Argentine s'appelle le Torrontés riojano. Le mot riojano vient de la région de la Rioja, en Espagne. Génétiquement, il n'existe qu'ici en Argentine. Il s'agit d'un croisement entre la Criolla Chica et le Muscat d'Alexandrie. C'est la particularité de ce cépage qui n'existe nulle part ailleurs. Je reprends la mythique route 40 en direction du parc d'Ichigualasto et de Talampaya. Le parc d'Ichigualasto, également appelé Vallée de la Lune, représente 63 000 hectares de paysages fantasmagoriques et hallucinants tant la zone est aride et la végétation rare. La structure particulière du paysage est due à des mouvements tectoniques qui ont provoqué le soulèvement d'importantes masses rocheuses. L'érosion de l'eau, du vent et les conditions climatiques désertiques sont à l'origine des fortes amplitudes thermiques qui ont fini d'achever le travail avec le temps. Ce lieu unique au monde est l'illustration parfaite de la période triasique. Une grande diversité d'animaux fossilisés y ont été découverts. 25 espèces environ ont été répertoriées à ce jour, parmi lesquels des dinosaures, des reptiles et des rhynchosaures.
Je ne suis plus qu'à quelques kilomètres de la région de Mendoza, qui produit l'essentiel du vin en Argentine. Mais une toute autre curiosité m'attend sur mon trajet. C'est Mariano, un routier, qui me conte l'histoire de la Difunta Correa, la sainte patronne des routiers et des gauchos. Je suis camionneur et je m'en vais apporter de l'eau à la Difunta Correa et faire une prière. La Difunta est arrivée ici à cause de l'armée. Ils avaient recruté son mari de force, les soldats. Et elle est partie le chercher pieds nus avec son fils. Elle a fait 32 kilomètres. Elle est arrivée jusqu'ici, dans ce désert où il n'y a pas une goutte d'eau, où il n'y a rien. Quand ils l'ont trouvée après un certain temps, elle était déjà morte et le petit était en train de téter. Ils l'ont enterrée, ont célébré ses funérailles et ils ont emmené l'enfant qui a été recueilli. Et depuis lors, on lui rend hommage en lui apportant une bouteille d'eau en offrande, parce qu'elle est morte de soif. Et on vient prier pour elle. La légende de la Difunta Correa prit réellement corps grâce au gaucho Don Pedro Flavio Zeballos. Lorsqu'il conduisait son bétail vers le Chili, il fut surpris par une forte tempête qui menaçait son troupeau. Perdre ses bêtes serait le pire déshonneur qui soit. Sur les conseils d'un autre gaucho, Don Pedro se rend sur la tombe de la Difunta Correa pour s'y recueillir et prier. Il lui promet de construire une chapelle en ce lieu si jamais il retrouve son bétail sain et sauf. Sa prière fut exaucée. Le lendemain, il emmena son troupeau au Chili éteint parole. Il revint quelques jours plus tard pour bâtir une chapelle. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes viennent chaque année prier sur la tombe de la Difunta. C'est en m'arrêtant dans un petit bar de Chilecito que je tombe sur ce véritable repère de gaucho. Ce sont des gardiens de troupeaux que l'on retrouve un peu partout en Amérique du Sud. En Argentine, ils sont encore admirés pour avoir contribué à la libération du pays. D'un verre, il y en a toujours un pour conter une histoire légendaire aux clients présents. C'est là que je fais la connaissance de Martin.
ce jeune gaucho m'invite à venir chez lui afin de découvrir son travail avec les chevaux. Il en a une vision qui est en rupture totale avec le travail des anciens. Pour les gauchos de la région, et ceux que j'ai connus en général, le cheval était un outil de travail. Ils en avaient besoin pour se déplacer, pour labourer les terres, pour semer, pour gérer leur ferme. Le cheval était donc une nécessité, un outil, un peu comme un tracteur. Le cheval et le chien faisaient en quelque sorte partie de l'équipe, d'une grande équipe de travail. Sans son chien, le gaucho n'existe pas. Ils sont partenaires, tout comme le cheval qui lui aussi est indispensable. Il y a quelques années, ma relation avec les chevaux consistait à exiger qu'ils fassent tout ce que je veux, sans me préoccuper de leur rythme, de leur bien-être. Et j'ai commencé à me rendre compte que je manquais de respect envers eux. Y me empecé a dar cuenta de que les estaba faltando el respeto, que es uno de los pilares fundamentales en una manada. Le respect est un des piliers fondamentaux du troupeau. Et j'ai commencé à comprendre ceci, car au lieu de me rapprocher d'eux et d'arriver à mes fins, je ne faisais que m'en éloigner, uniquement parce que je leur manquais de respect. J'ai donc commencé à les respecter, à respecter leur rythme, leurs mouvements, même si je n'étais pas sûr de ce que je lisais dans leur comportement. Je les respectais le plus que je pouvais, avec une sensibilité à fleur de peau. Aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus intime avec les chevaux. Cela me permet de réaliser que les chevaux sont directement liés à mon être profond. Logro darme cuenta de que los caballos están directamente relacionados con mi ser, con mi interior. Après une dure journée de labeur, les gauchos se retrouvent autour d'un asado à la jarilla. L'asado est le barbecue si typique en Argentine et la jarilla est cette plante dont ils se servent comme pic à brochette afin de parfumer délicatement la viande. Un peu de gros sel et il n'y a plus qu'à déguster le vin de la bodega de son voisin Carlito en attendant que ce soit cuit. Parce qu'ici, on mange la viande bien cruzado, bien cuite. Calculé, empezamos ahora en abril y terminamos en julio. Tapando, marcando y señalando. Todo lazo, Pedro. Toribio no. Toribio no come. Toribio.
Claro, del río Diamante para aquel lado. No, para este lado. Martín tient à me présenter son voisin Carlito. Il est propriétaire d'une petite bodega dont la particularité est de faire tout le travail manuellement et en famille. C'est son père qui a planté les vignes, mais lui, il ne savait pas faire de vin. On est en train de travailler avec le pressoir. C'est un pressoir manuel ancien. On extrait le jus de raisin en le pressant, puis on met le marc de côté pour en faire du compost. Ce compost est ensuite destiné aux vignes dont il est issu. Comme vous le voyez, cette année, toutes les cuves sont pleines. On a fait une bonne récolte. Donc là, nous sommes en train de terminer de remplir les cuves. Et nous passerons ensuite au remplissage des tonneaux. Le vin de meilleure qualité vieillira en tonneaux et on laisse le reste en cuve. Ici, il y a seulement 8 hectares de Malbec. On ne fait que du Malbec, mais 3 variétés différentes. Le classique, simplement à base de mou de raisin. Le Tal, aromatisé au bois américain ou français en cuve. Et le Réserve, qu'on sélectionne sur certaines vignes, puis qu'on place dans certaines cuves pour ensuite le faire vieillir en tonneaux. Ici, nous avons beaucoup de problèmes avec le gel, les gelées de novembre. Quand il gèle, on peut tout perdre. C'est arrivé plusieurs fois ces dernières années. Cette année a été excellente pour les raisins, pour les fruits dans toute la région. Il y a vraiment eu une bonne production cette année. Ces vins, on les distribue à Mendoza, à Buenos Aires, à Catamarca, et on en a envoyé 10 palettes en Chine et une en Allemagne. C'est ce qu'on a exporté cette année. Sur les 8 hectares, on a produit environ 60 000 kilos. C'est la première année que l'on produit autant. L'année dernière, on a produit 29 000 kilos. Avant d'arriver à Mendoza, je fais une dernière halte chez Clarita et Hector. Ils ont décidé de travailler autour du tourisme rural, offrant hébergement et gastronomie à base de leurs produits des Andes. Ils me proposent de me faire découvrir leur quotidien. Bénis soient ces aliments. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous offres. Pour ces aliments que nous allons partager. Merci pour ce jour. Merci pour le soleil qui nous illumine, pour la lune qui descend de l'autre côté. Merci à nos aïeux de nous avoir laissé ce lieu où nous pouvons maintenant rester, accompagnés de tous les visiteurs qui viennent partager ce que nous avons. Bon appétit. Bon appétit.
J'ai pas beaucoup salé. Dis-moi si ça manque de sel. Je t'offre un peu de notre eau. Moi, j'aime bien. J'ai cuisiné, donc il faut bien que je me fasse des compliments. Un jour, je marchais avec les chèvres sur la route. Et des voyageurs sont arrivés en camionnette. Ils m'ont demandé ce qu'il y avait comme bus ou minibus pour se rendre à Tilcara. Je leur ai répondu qu'il y en avait, mais bien plus tard. Je les ai donc invités à venir ici en attendant leur bus. Ils se sont assis ici, ils ont pris le thé et ils ont apprécié. Alors, on leur a prêté une pièce où ils sont restés dormir. Ils nous ont ensuite dit que ce que l'on avait fait, c'était du tourisme et qu'ils se devaient de nous payer. Por el alojamiento. Perdón. C'était une invitation. Donc pour nous, on les avait invités. S'ils nous payaient, ils nous payaient, mais sinon, aucun problème. C'était une invitation. Avant, on ne savait pas ce que c'était de faire payer. J'ai également quelques vignes qui ne me donnent que peu de raisins depuis 2 ans, mais je manque un peu de temps pour pouvoir m'en occuper. Heureusement que j'ai aussi beaucoup d'oiseaux qui m'aident à récolter. Je ne peux rien y faire, ils font aussi partie de la vie. Alors on fait moitié-moitié. À mitad et mitad. Attends-nous là. Reste là. Attends par là. Je vais traire celle-là. Elle. C'est du beau lait. Ça va faire du bon fromage. Laisse-le couler. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des grappes. J'ai commencé à planter plus de pieds pour peut-être un jour produire mon vin maison, comme un vin Patero. Certaines années, ça donne, d'autres pas. Parfois, c'est parce qu'il fait très froid, comme nous sommes à environ 3225 mètres d'altitude. C'est une zone plutôt élevée. Certains hivers sont vraiment froids. À l'aube, il peut faire entre -2 et -14 degrés. Comme j'aime le dire, j'ai plus de plants qu'il n'en faut pour faire mon petit vin. Et puis,
S'il y a une chance d'avoir un jour une grande plantation ici, il en faudra de la chance. Mon voyage touche bientôt à sa fin. Mais je ne peux quitter le pays sans me rendre à Mendoza, dans cette province qui produit aujourd'hui 70% du vin du pays. Ici, la viticulture a pris toute son ampleur en 1885, avec l'arrivée du chemin de fer qui a permis d'acheminer le vin jusqu'à Buenos Aires et ainsi d'offrir de nouveaux débouchés à ce breuvage. J'ai rendez-vous à la bodega Catena Zapata, l'une des plus prestigieuses du pays, pour une dégustation. Le domaine possède plusieurs vignobles en altitude, sur les contreforts de la Cordillère des Andes. Elle a contribué à la renommée du Malbec dans la région. La bodega Catena Zapata a été fondée en 1902 suite à l'immigration de la famille Catena, d'origine italienne. En 1963, Nicolas Catena Zapata, petit-fils du fondateur, et Domingo Catena, le fils aîné, reprennent en main l'affaire familiale. En 1976, ils étaient parmi les plus gros producteurs de vin au monde. C'est Ernesto Badja di Nesti qui me dévoile les secrets de fabrication de cette bodega qui produit actuellement 5 des 10 meilleurs Malbec au monde. Le secret fondamental de la philosophie de Catena Zapata, c'était d'être toujours à l'avant-garde, toujours pionnier en termes de recherche et de développement, et de comprendre de manière scientifique tout le potentiel que nous avions. Aujourd'hui, nous commençons à peine à atteindre ce potentiel grâce aux méthodes scientifiques et à la technologie du XXIe siècle. Ce qui rend l'Argentine si particulière dans le monde du vin, c'est que, bien que l'on nous considère comme faisant partie du Nouveau Monde, je dis toujours que nous sommes les frères aînés, les plus âgés du nouveau continent. L'importante immigration européenne, espagnole, italienne, française, nous a transmis une grande culture du vin. Il y a 40 ans, l'Argentine n'était pas connue dans le monde du vin, et c'est surtout parce qu'on consommait tout ce qu'on produisait. Le vin faisait partie des repas, de notre culture et de notre régime. Les caractéristiques fondamentales de notre terroir, c'est d'un côté l'effet de l'altitude, c'est-à-dire une luminosité, un ensoleillement bien plus intense. Le Malbec répond particulièrement bien à cela. C'est pour cela que nos Malbecs sont presque uniques et irremplaçables. À deux altitudes différentes, le même vignoble de Malbec va donner deux vins totalement différents. Et si on ajoute à cela qu'un vignoble pousse sur une rivière asséchée, jonchée de galets descendus de la montagne, et l'autre vignoble sur une roche calcaire, ces deux types de terres peuvent être à 70 mètres l'un de l'autre. Le même Malbec, le même Chardonnay, le même raisin donnera deux vins totalement différents. Nous faisons toujours partie des plus grands consommateurs de vin par habitant. Cela fait partie intégrante de notre culture. Mais à présent, si nous sommes reconnus dans le monde entier, c'est surtout parce que nous avons démontré que notre Malbec nous rendait uniques par rapport à d'autres régions.